captation vidéo et audio sur notre site ensuite, et cette fois-ci, un compte-rendu écrit. Voilà. Merci et bonne session. Merci beaucoup Anne. Et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Et pour compléter ce que vient de dire Anne, c'est que la programmation du cercle stratégie et soutien et impact est établie par un comité de pilotage qui est composé par Dorothée Merville, qui est parmi nous et que je salue, qui est de la Fondation Hippocrène, de Patricia Bencena, qui est directrice également dans la Fondation Schneider Electric, et puis de moi-même, bien sûr, de Francis Lara, de la Fondation Massif, et que ce comité de pilotage est accompagné par l'équipe du Centre français des fondations, et particulièrement accompagné par Anne Fleury, que je remercie vraiment de toute l'énergie qu'elle y consacre. Et donc, le thème de ce matin, Anne vient de le dire, c'est pourquoi financer le fonctionnement des associations, et pourquoi cette question se pose-t-elle. Et c'est vrai qu'en sollicitant nos différents intervenants, que je remercie également de leur disponibilité, c'est vrai qu'ils m'ont confirmé que peu de fondations en fait font ce choix, et que c'est une thématique qui mérite d'être connue et d'être mieux connue. Et donc, c'est vrai que beaucoup de fondations préfèrent financer des projets, préfèrent financer et soutenir l'innovation de ces projets, l'innovation que ces projets permettent et sèment par la suite quand l'expérimentation fonctionne bien. Et donc, faire le choix d'une stratégie qui contribue à consolider l'engagement d'une association pour l'intérêt général, comme je disais, ça mérite d'être mieux connu. Et donc, le choix de soutenir des associations est bien une réelle stratégie, un engagement important dans le temps qui lie le fonds de dotation, ou la fondation aux associations qu'elle soutient. Et c'est bien sûr toutes ces questions que cela pose, que nous allons travailler aujourd'hui avec nos trois praticiens, en fait, enfin nos deux praticiens, et puis le regard d'un expert à travers Sébastien Pallueux du cabinet Elix. Alors bien sûr, il y a les questions de la finalité du fonctionnement de l'association, et bien sûr la question aussi des critères de choix de l'association, la durée du soutien, la question également de la fin de soutien, du soutien à l'association pour qu'elle puisse elle-même porter l'innovation. Enfin, les questions sont vraiment multiples, et c'est vrai qu'à travers la fondation Alpha Omega et le fonds de dotation Le Champ des Étoiles, vous verrez qu'il y a vraiment toute une dynamique, un process extrêmement intéressant, et c'est là-dessus que nous allons les interroger. Donc, nous avons sollicité nos trois intervenants. Donc, ils se présenteront rapidement quand je les interpellerai. Nous allons fonctionner en 4 temps. Je vais donc commencer par interpeller Sébastien en tant qu'expert du fonctionnement des associations et de tous les travaux qu'il mène, enfin des enseignements au moins des travaux qui sont menés qu'il mène dans son cabinet conseil. Puis ensuite, je demanderai à nos deux praticiens du soutien aux associations de faire part de leur fonctionnement, de leur pratique, des enseignements qu'ils en tirent, et des évolutions aussi, des perspectives d'évolution qu'ils se donnent. Et puis nous terminerons par la séance de questions-réponses. Et peut-être avant la séance de questions-réponses, je demanderai aussi à Sébastien d'avoir un regard aussi de grand témoin de cette séance, pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il en ressort également. Donc, pour rappel, chacun aura 15 à 20 minutes de présentation. Donc, je les interpellerai les uns après les autres, pour vous dire que le temps est… J'essaierai, mais Anne m'aidera là-dessus pour être gardienne du temps, de façon à finir notre atelier comme il est prévu à 10h30. Alors donc, je propose que nous démarrions et que nous rentrons dans le
dans le vif du sujet par Sébastien, donc Sébastien Palluot, qui est peut-être cofondateur d'Elix, qui est un cabinet de conseil. Donc, je vais vous demander rapidement en 2-3 minutes de présenter Elix et puis de répondre peut-être à la première question. Quelle tendance vous percevez aujourd'hui sur le soutien aux associations et qu'est-ce que ça à quoi cela vous renvoie-t-il? Qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Très bien, mais merci déjà d'une part de me faire intervenir aujourd'hui, de m'avoir invité. Voilà, rapidement, je suis Sébastien Palluot, donc je suis effectivement d'un cabinet qui s'appelle Elix, qui est une scope basée à Bordeaux, Poitiers, Lyon et Paris. On est une structure en fait qui accompagnons des porteurs de projets, donc notamment et particulièrement des associations ou des réseaux associatifs. Mais également, on a deux champs d'activité complémentaires. D'une part, on accompagne aussi des structures qui sont les structures qui portent des dispositifs de soutien, notamment à l'innovation sociale, collectivités territoriales, agences d'innovation, et on met aussi dans cet ensemble les fondations qui portent en fait ce qu'on va appeler les dispositifs de soutien auprès des associations. Et puis, on a une activité auprès des structures de recherche pour favoriser les coopérations entre notamment les structures associatives et les structures de recherche. Et donc, je parlerai à la fois en tant que praticien qui accompagne concrètement des acteurs qui mettent en place des projets d'intérêt général et en même temps avec une casquette qui est celle de co-directeur d'un laboratoire commun qui s'appelle le laboratoire commun Destin, qui est entre l'Université de Poitiers et Elix. On a créé un LabCom qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche et le CNRS pour justement réfléchir à les évolutions des démarches de construction d'intérêt général en France. Donc voilà, c'est sur ces deux aspects que je vais intervenir. Et donc sur la question des tendances, ce que nous on voit à la fois à travers la pratique et à travers la capitalisation de recherche que l'on fait, c'est deux aspects qui nous semblent importants, et c'est un peu l'introduction de mon propos. C'est d'une part, une réflexion critique qui émerge sur l'évolution du soutien au projet, qui est une forme de soutien qui est maintenant majoritaire en France et qui s'est structurée notamment à partir de une vingtaine d'années, mais beaucoup à partir de structuration de dispositifs de soutien, à la fois publics par l'État, les collectivités territoriales, et qui a aussi investi le champ des acteurs privés qui interviennent, et notamment des fondations. Donc, il y a ça a été quelque part tout ce qui relève de l'appui à l'utilité sociale, l'appui à l'innovation sociale, et c'est structuré en dispositifs de soutien, accompagnement, financement, etc. Et ça a structuré en fait une logique d'appel à projet, d'appel à manifestation d'intérêt, etc., mais qui structure le soutien au projet des acteurs. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs de terrain et d'acteurs, je dirais, de chercheurs qui reviennent un peu sur ces aspects-là. Non pas qu'il faille, je dirais, ne pas continuer à soutenir des projets, mais ils viennent plutôt éclairer le fait que ça pose un certain nombre de questions et de problèmes, parmi lesquels j'en cite rapidement certains, mais notamment la problématique de l'échelle du problème. C'est-à-dire parfois le projet il est à l'échelle d'une solution, mais qui n'est pas l'échelle du problème initial. Et le fait pour les acteurs, pour les fondations ou pour les acteurs privés, de soutenir des projets qui en réalité vont avoir une capacité de résolution à une problématique très locale, mais pas d'embarquer ou de traiter une problématique plus générale, ça questionne. Autre problématique, on voit qu'il y a une technicisation, en fait, beaucoup des structures associatives, et dans une logique de je monte un projet, je construis un projet, j'évalue le projet, et donc il y a une perte d'engagement politique derrière le projet au profit d'une logique plutôt d'un traitement technique d'un projet, avec une logique aussi de mise en singularité en fait, du projet. C'est-à-dire que parfois, l'objectif des associations, c'est de dire que leur projet
est très singulier, très différent, notamment pour se démarquer des autres de projets d'autres associations, alors même qu'en réalité, il y aurait des alliances ou des connexions à faire de manière plus forte. La logique projet vient en fait structurer une forme de concurrence parfois entre les structures, là où en réalité, il y aurait lieu de faire coopération. Et puis, deux autres aspects que je voulais vous renvoyer, c'est un, les projets s'inscrivent souvent sur un temps court, là où on voit qu'ils traitent pourtant d'enjeux qui sont souvent de long terme ou qui sont souvent globaux et systémiques. Et puis, ça accompagne, selon nous, une homogénéité très, très forte des acteurs. Je reviens à la logique un peu de technicisation des associations, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de structures associatives qui ont une très forte homogénéité de leur cadre, les Bac+5, Bac+8, qui sont en réalité ceux qui sont en capacité et de faire les dossiers et de les défendre et d'avoir aussi, de gérer, de maîtriser en fait la parole et le vocabulaire, notamment des financeurs. Derrière cette critique d'une lecture essentiellement projet vient en fait une nouvelle réflexion qui porte plutôt sur les questions de coopération, d'approche systémique et de transformation sociale. C'est-à-dire comment en fait les associations, au-delà de la mise en place de projets, accompagnent des transformations sociales ou sociétales de plus plus forte envergure et comment en réalité elles sont en capacité d'être soutenues à ce titre-là. Les pistes qui émergent aujourd'hui et donc qui sont que l'on voit apparaître de la part d'un certain nombre et de fondations et de collectivités territoriales et de structures d'État, on peut les renvoyer à plusieurs éléments. Un, il y a une focalisation de plus en plus forte sur je dirais des démarches qui sont plutôt appelées démarches ou dynamiques plus que projets, mais qui sont des démarches qui sont très politiques, dans une logique plutôt on prend un problème dans sa globalité avec une volonté de changer un peu de paradigme, de changer de cadre, de changer des normes, de changer les représentations, et avec la volonté de changer des éléments plutôt en profondeur. Ça renvoie aussi à la nécessité souvent de combiner des innovations, on va appeler ça de cette manière-là, c'est-à-dire de combiner des solutions. Pour faire en sorte qu'il y ait des changements, une transformation un peu plus forte, il faut à la fois qu'il y ait souvent des nouveaux services, mais il faut qu'il y ait des nouvelles représentations sociales et culturelles sur un certain nombre de problématiques. Il faut aussi qu'il y ait des changements réglementaires, un accompagnement en termes de changements juridiques, des changements de modèle économique. Et tout cela nécessite en réalité qu'il y ait une coopération entre acteurs. C'est-à-dire que les problèmes étant complexes, nécessitant une pluralité de solutions qui sont combinées elles-mêmes autour de mêmes objectifs, ça ne peut pas se faire par un seul acteur. Donc, ça enlève l'intérêt d'une dimension projet qui est souvent appréhendée sous l'angle d'un seul acteur ou d'un acteur qui va en gros prendre le lead et qui va structurer autour de lui une coalition d'acteurs. Donc, le fait de se dire, de positionner ou que les associations se positionnent de plus en plus sur on veut être en capacité de bouger les lignes fortement, ça les amène à construire des alliances entre elles, associations, mais aussi des alliances entre elles, des acteurs publics et donc de se poser dans des cadres de coopération qui effectivement vont venir combiner des innovations, vont venir créer des nouveaux réseaux, des nouvelles alliances et souvent vont venir s'appuyer sur je dirais des démarches qui vont parfois s'appuyer sur de la recherche, s'appuyer sur des expertises, aller chercher de la ressource qui n'est pas essentiellement issue de l'association ou de son écosystème initial. Pour vous livrer là en quelques minutes quelques cas, nous on intervient par exemple au titre d'Elix, mais c'est aussi des cas que l'on essaie d'alimenter en termes de recherche scientifique, sur des démarches qui portent par exemple sur l'appréhension de la mort dans des territoires, qui mettent en synergie des acteurs du funéraire, des acteurs des EHPAD, des notaires, des collectivités territoriales
pour voir comment retraiter, comment mieux appréhender la question de la mort et des décès, et comment ça vient aussi se traiter sur le temps des funérailles, avant les décès, après les décès, etc. Et donc, c'est des dynamiques territoriales qui imposent de faire travailler plusieurs acteurs ensemble. On a des mêmes cas sur des questions de foncier agricole, comment on traite la question foncière pour amener les acteurs, notamment agricoles, à se positionner sur des systèmes agroalimentaires durables. On a les mêmes types de questions sur des enjeux de mobilité durable en milieu rural. J'étais hier avec un acteur, par exemple, qui a besoin, en tant qu'acteur qui met en place des services, notamment d'autopartage, de travailler avec des collectivités territoriales, de faire en sorte que ces collectivités territoriales changent leur stratégie, de faire en sorte que ce soit relié à la SNCF, à des réseaux de bus, etc. Ah, il y a un écho qui intervient, etc. Donc, ça nécessite qu'il y ait des alliances et des coalitions entre acteurs. Et pour le coup, cette évolution du passage d'une démarche projet à une démarche qui est plus dynamique de transformation à plus long terme, pour nous, elle a, et pour revenir au thème de la réunion, elle impose de pouvoir financer des temps qui aujourd'hui sont des temps cachés, notamment les temps que passent les associations à structurer leur écosystème. C'est des rendez-vous, c'est des réunions en amont des démarches projets pour elles-mêmes qu'elles peuvent mettre en place. C'est les temps de construction de leur expertise au contact d'acteurs qui peuvent être des acteurs de recherche, les usagers sur les territoires ou des habitants, et qui sont souvent des temps qui ne sont pas pris en compte, qui portent sur de la capitalisation, éventuellement sur de la veille en amont de la formulation d'un projet. C'est les temps liés à l'animation de réseaux d'acteurs, à la construction de ces réseaux, comment je passe en tant qu'association locale de la formulation d'une problématique territoriale et comment je la relie à une problématique plus sociétale quand on intervient sur la question du handicap, sur la question du logement, sur la question de la mobilité. Bien sûr, il y a des enjeux qui sont spécifiques à des territoires, mais en même temps, les associations font face à des cadres institutionnels et politiques qui dépassent les acteurs compétents de leur territoire et qui renvoient à la région, l'État, d'autres échelles. Et puis, ce qui est nécessaire de financer, c'est tout ce qui va relever de la formation de ces acteurs, des démarches apprenantes, du développement en fait, des capacités des associations à pouvoir et traiter le problème qu'ils veulent mettre en place dans une démarche ultérieure de projet, et en même temps de développer leur capacité à pouvoir faire levier avec d'autres acteurs, soit autres acteurs associatifs, soit acteurs de leur territoire, dans leur diversité, entreprises privées et acteurs publics. Et pour le coup, par rapport aux implications que ça peut avoir, par rapport aux fondations, aux fonds de dotation, pour nous, il y a deux aspects qui semblent importants dans ce passage à une dimension qui était souvent essentiellement projet à une dimension plutôt dynamique. C'est d'une part, la nécessité, en tout cas, ou l'intérêt que peuvent avoir les fondations à favoriser très fortement les coopérations à l'échelle des acteurs du projet, des acteurs d'un projet, coopérations qui peuvent se faire entre plusieurs associations ou coopérations qui peuvent se faire entre associations et des acteurs qui sont plus divers. Et on voit émerger depuis un certain temps des appels à communs, des appels à projets qui obligent à ce que ce ne soit pas un porteur de projet, mais plusieurs porteurs de projets et potentiellement plusieurs porteurs de projets divers, une collectivité territoriale avec une association, pour être certain que l'ancrage territorial du projet soit porté. Et donc, ça amène à une logique de coalition entre porteurs de projets. Et puis, cette logique, elle amène à une deuxième implication qui, je pense, est aussi à vous partager. C'est la nécessité d'une coopération entre les acteurs de l'appui à ces projets. C'est-à-dire, la coopération, elle se fait non seulement à l'échelle territoriale entre les porteurs de projets,
Mais pour qu'elles se fassent, puisque ces coalitions vont renvoyer à des démarches qui relient société civile, associations, acteurs privés et acteurs publics, elles nécessitent une forte coopération entre des acteurs qui viennent financer ces démarches. Les fondations, qui vont plutôt intervenir sur l'appui aux associations et aux acteurs non lucratifs, mais aussi les acteurs publics qui vont venir, elles, financer des collectivités territoriales ou qui vont venir financer des acteurs privés qui peuvent venir compléter le champ des services. Pour vous donner un éclairage, là en quelques minutes, puisque l'heure tourne, on a accompagné il n'y a pas très longtemps l'émergence sur une métropole française d'une filière de gestion des excrétas. L'excréta, c'est tout ce qui est excréments, urine, et notamment dans une optique de préservation de la ressource en eau. Il faut qu'on puisse gérer ou diminuer ces déchets qu'on retrouve dans l'eau et dont tous les résidus ne sont pas parfois traités en rivière. On l'a vu avec le Covid, hein, quand on arrive à mesurer l'évolution du Covid à travers dans les égouts, ça veut bien dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se retrouvent et qui ne sont pas traités dans les stations d'épuration. Pour cela, pour faire émerger une filière locale de gestion des excrétas, ça nécessite qu'il y ait des opérateurs privés qui fassent bouger leur représentation, que des collectivités territoriales l'inscrivent dans leur stratégie de gestion des déchets, leur mettent dans le champ de leurs compétences et que la société civile, là c'est plutôt la société civile qui était en plus motrice, viennent travailler sur les enjeux de sensibilisation, de représentation, de changement de regard, etc. Et là, ça nécessite une coordination assez étroite entre à la fois des acteurs qui peuvent être des fondations, qui vont venir appuyer les associations, mais également des structures comme les agences de l'eau, des organismes de l'État qui vont venir appuyer des collectivités territoriales. Ça peut être également d'autres dispositifs de soutien au développement économique ou à l'innovation qui vont venir, eux, orienter ou amener des acteurs privés, entreprises, à développer des services, des produits qui vont venir ensemble sur cette même démarche. Et donc, il y a cette coalition d'acteurs que l'on voit à l'échelle des porteurs de projets. Elle doit trouver en fait un effet miroir à l'échelle des financeurs pour qu'il y ait une coopération sans doute plus étroite entre fondations, collectivités territoriales et structures d'appui de manière générale, pour faire en sorte que ces dynamiques qui émergent, elles soient aidées à l'échelle en fait, du problème qu'elles entendent résoudre. Donc voilà en termes d'éclairage les… Vous avez tout fait d'un coup, donc c'est parfait. Merci, je trouve que c'est un très bel éclairage. Juste peut-être une question sur, puisque vous avez parlé de la place des fondations, mais c'est leur rôle dans toute cette coalition d'acteurs, au-delà, enfin, parce qu'il y a un soutien financier, c'est sûr, mais les fondations, les fonds et les fondations, aujourd'hui, de plus en plus, ne sont pas que des banquiers. Ce sont aussi des acteurs. Donc, comment vous voyez ce rôle-là? Mais très rapidement, avant de passer la parole à Séverine. Ouais, en 2 minutes, je pense qu'il y a 3 rôles importants. Il y a effectivement un rôle je dirais, d'accompagnement en amont et de reconnaissance et de légitimation de ces démarches-là. On sait la puissance que peuvent avoir vis-à-vis des autres interlocuteurs et notamment vis-à-vis des autres financeurs, le fait que des associations soient aidées par des fondations, parce que les fondations, elles renvoient à une autre idée de ce qu'est l'intérêt général. Et le fait que les fondations puissent appuyer des démarches émergentes, c'est quelque chose de très important dans le processus de légitimation et d'appui de ces démarches. Donc, il y a quelque part un accompagnement qui n'est pas seulement financier, mais qui est très amont de ces démarches-là. Il y a, deuxièmement, un accompagnement financier qui est important. Et je pense que l'évolution, notamment des fondations, on finance des projets, mais on est aussi en capacité de financer du fonctionnement et de plusieurs acteurs. Et dans ce sens-là, est important. Et puis, le troisième aspect, je pense qu'il y a une implication assez importante, de mon point de vue, qui ne suis pas fondation, c'est la dimension politique. C'est-à-dire que le fait de s'inscrire dans des démarches de transformation sociétale, ça amène les fondations à être, quelque part, des acteurs fortement politiques, puisqu'elles sont inscrites de fait dans le système territoriaux de définition
et de fabrique de l'intérêt général ou de l'intérêt territorial. Et ça amène les fondations, sans doute, à développer des discours, des représentations, à être très, je pense, actives sur leur représentation de l'intérêt, de leur engagement au profit du territoire. Donc, accompagnement, financement et démarche politique et de plaidoyer, il me semble que les trois vont ensemble. Merci beaucoup. Je trouve que ça donne un bon aperçu, effectivement, y compris de ce qu'on travaille au CFF, au Centre français des fondations, justement, sur comment on a les fondations, les fonds et fondations ont un rôle extrêmement important à jouer dans l'intérêt général, donc, et dans l'implication, comme vous le décriviez très bien, au niveau des dynamiques territoriales, tout comme des dynamiques nationales. En tout cas, on y reviendra tout à l'heure à travers les questions que les uns et les autres pourront vous poser. Et maintenant, nous allons passer à la pratique, si je peux dire ainsi, avec Séverine Le Guillon. Donc, vous êtes directrice à la Fondation Alpha Omega. Donc, vous allez décrire pareil en quelques mots la Fondation Alpha Omega, qu'on connaît un petit peu parce que je crois que vous étiez, Elisabeth Elkrief était intervenue il y a quelques temps dans un de nos ateliers. Et donc, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi la Fondation Alpha Omega a choisi cette stratégie de soutien au fonctionnement des associations. Donc, je vous laisse la parole, Séverine. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Sébastien pour cette présentation très, très claire et très instructive. La Fondation Alpha Omega effectivement soutient la structuration des associations et j'allais dire c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint cette fondation il y a 2 ans. Après un passage dans l'action publique, en accompagnement justement de structures associatives. Et je m'étais effectivement rendu compte que de forts besoins émergeaient des associations et notamment des besoins sur leur structuration et leurs moyens de grandir. On a beaucoup de débats autour du passage à l'échelle, de l'essaimage, du développement de l'innovation sociale une fois qu'elle a émergé, mais assez peu d'acteurs accompagnent de façon très concrète les associations dans ce qu'elles sont en tant qu'organisation et entrepreneuriat. Les associations, il y a leurs projets, mais les associations, c'est aussi des hommes et des femmes au service d'un projet qui ont besoin d'être accompagnés, comme toute entreprise est accompagnée et peut faire appel à du conseil et peut faire appel à des différents types de compétences sur des axes stratégiques de développement qui peuvent être l'axe digital, l'axe partenarial, l'axe RH, et que très peu en fait de financeurs aident l'association en la regardant comme une entreprise au service d'un projet. Donc, la Fondation Alpha Omega a pour objectif et pour mission de contribuer à la relance de l'ascenseur social, de lutter contre le décrochage scolaire et l'échec scolaire. Et pour pouvoir remplir cette mission, le choix qui a été fait par notre président Maurice Cegno a été d'identifier les grandes associations nationales qui ont déjà un impact prouvé de leur dispositif. Donc, on n'est pas sur de l'incubation, on n'est pas sur du financement de l'innovation, mais on est sur la contribution au passage à l'échelle de dispositifs ayant fait leurs preuves. Et ça, auprès de directions générales qui veulent effectivement, parce que ce n'est pas le cas de toutes les associations, dont certaines peuvent avoir des actions très territorialisées, des directions générales qui sont déjà présentes un peu sur toute la France et qui disent on veut passer de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 bénéficiaires. C'est une façon d'augmenter notre impact. Et pour augmenter le nombre de bénéficiaires, il faut être en capacité de le faire d'un point de vue RH, digital, process et direction des opérations. Et c'est là qu'on intervient. D'accord. Du coup, vous allez nous dire un petit peu comment vous intervenez, comment ça se passe et quelles implications vous avez en termes, parce que vous avez parlé d'accompagnement, mais il y a aussi la durée du partenariat, il y a aussi les évaluations, parce que vous avez parlé d'impact, c'est comment on travaille aussi ces évaluations. Peut-être aussi dire le rapport que vous avez à l'innovation dans le fonctionnement, enfin dans le soutien que vous apportez à son fonctionnement. Déjà, comment ça se passe? On a un portefeuille réduit d'associations, là elles sont 7, avec un temps de partenariat là, qui doit être en moyenne de 5-6 ans. Depuis 11 ans qu'existe la Fondation, il n'y a qu'une seule structure qui est sortie du portefeuille. Ce que dit Maurice Cegno, notre président, c'est qu'il était au début parti, comme il plaquait un peu le modèle du fonctionnement de la Fondation à celui du private equity, il était parti sur un accompagnement de 3-5 ans maximum.
et finalement se rendons compte des temps plus longs, des spécificités du monde associatif. C'est dit, ce partenariat, en fait, il faut qu'il soit plus long. Et pour le moment, on n'a pas de visibilité sur la fin, puisque l'ensemble des choses sur lesquelles les accompagner dans les structurations, en fait, sont en continu. Plus on se développe, plus on a des besoins. Donc là, on sait comment y rentre avec une due diligence d'1 an, puisque les associations doivent remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir être accompagnées. Et cet accompagnement a aussi cette particularité que je trouve assez intéressante, c'est qu'elle est contractualisée tous les ans. Tous les ans, il y a de nouveau une contractualisation entre la fondation et l'association pour déterminer ensemble quelle est leur stratégie de développement et surtout quels sont les chantiers qui peuvent faire levier pour les aider à se développer. Et sur ces chantiers, c'est là qu'intervient la Fondation Alpha Omega. Et sur ces chantiers, il y a du coup une participation financière qui peut être sur le financement de postes, de DG, de DIRCOM, de DSI, de financement de missions de conseil, de financement d'équipement. Donc, on n'est bien que sur la structuration. Et l'autre accompagnement, c'est un accompagnement en compétences des collaborateurs de la Fondation Alpha Omega, on est 7, et du mécénat de compétences, de cabinets de conseil ou d'autres structures que nous pilotons vers les associations. Donc, il y a bien tous les ans, on revoit et on identifie les chantiers sur lesquels on peut faire levier. Donc, on n'intervient pas sur l'ensemble de la direction générale, sur l'ensemble des chantiers, on contractualise là où on intervient en accord avec l'association qui va aussi mettre les moyens pour nous aider à l'accompagner. Donc ça, et il y a une revue tous les 6 mois. Et ces objectifs et cet accompagnement est au service d'un objectif de développement, c'est-à-dire la façon dont on le construit, c'est votre association, vous êtes à 10 000 bénéficiaires un peu partout sur le territoire, on veut passer à 15 000, on a peut-être des territoires plus spécifiques sur lesquels on veut se développer, une évolution des cibles, c'est comment on vous accompagne à atteindre ces objectifs. D'accord, donc il y a des objectifs, des indicateurs de croissance, si on peut l'appeler ainsi, et une évaluation qui est faite en fait annuellement lors de la mise en place de la contractualisation. En fait, c'est un petit peu ça que je comprends. Et c'est là où ça change un peu pour les associations qui ont tendance, même des très grosses, à se développer en fonction des opportunités financières. Là, avec elles, on travaille sur comment je pense un développement au service d'une cible. Et du coup, je vais chercher les moyens et surtout, je me professionnalise, j'optimise, je gagne en excellence opérationnelle. J'ai même une réflexion sur la baisse du coût par bénéficiaire, chose qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir, plutôt que du développement par opportunité. Donc, on contribue aussi à les faire évoluer sur la façon dont elles envisagent leur développement et du coup qu'elles peuvent aussi embarquer et faire évoluer le dialogue qu'elles ont avec leurs autres financeurs. Donc, ça fait aussi bouger un peu les lignes de partenariat avec les autres financeurs quand il est au service d'une massification et pas seulement sur l'opportunité de projets ou d'un certain nombre de bénéficiaires déterminés. Et sur le deuxième point de votre question, c'était sur l'innovation. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur l'innovation de projet, puisqu'on dit qu'ils ont les bons dispositifs, ils ont de la mesure d'impact et c'est ces dispositifs-là qu'on veut développer. L'innovation, elle vient au service de notre développement, et ça a été abordé par Sébastien tout à l'heure, c'est de l'innovation sur le mode de développement. Ces grandes associations nationales, pour se développer, elles développent sur les territoires. Pour se développer sur les territoires, il faut innover dans les partenariats. Il faut aussi les aider et les accompagner à imaginer d'autres modes de coopération et d'autres dynamiques de coopération sur les territoires. Construire des partenariats avec les acteurs publics, ce qu'elles ne savaient pas forcément faire. S'ouvrir à de la collaboration avec d'autres associations, ce que quelquefois a été un peu compliqué parce qu'il y a aussi des logiques de concurrence et de financement. Donc, notre innovation vient sur le deuxième pan qui a été décrit tout à l'heure, sur la démarche et sur les dynamiques de collaboration. On essaye aussi dans notre portefeuille de cette association de construire aussi un collectif entre elles. Ce qui n'est pas évident, puisque quand on a des associations qui interviennent sur, alors pas exactement sur la même chose, mais sur un même type de cible avec des dispositifs différents, ces grandes associations nationales se vivent aussi en concurrente par rapport à des financements, par rapport à des appels à projets. Donc, notre innovation est effectivement sur cette collaboration et sur imaginer d'autres formes de développement. On parle maintenant des franchises sociales. On parle effectivement de monter des consortiums au niveau national ou au niveau territorial. On a accompagné nos associations dans ce collectif qui est le collectif Mentorat,
puisqu'on en a 2 qu'on accompagne, et on a accompagné le collectif Mentorat. Donc voilà, l'innovation est sur le deuxième pan des dynamiques et des collaborations, pas sur les projets. Donc on reste vraiment bien sur cette logique de structuration et de comment on se développe et les modèles. D'accord, c'est effectivement très intéressant d'avoir ce regard-là. Et en termes de moyens octroyés aux associations que vous soutenez, c'est de quel ordre à peu près? Et est-ce que vous, quand vous parlez aussi d'accompagnement vers le mentorat, est-ce que vous évaluez ça aussi, vous l'intégrez dans le corpus financier? Alors, dans le corpus financier, le financement se fait par des fonds de partage qui sont montés par M. Thiégnot. En moyenne, c'est 200 à 250 000 euros par association par an. Donc, effectivement, des moyens importants mis au service de leur structuration. Ce qu'on veut, et quand on les aide notamment sur du recrutement, sur du complètement, sur de la masse salariale, c'est pour qu'elles puissent avoir les bonnes compétences. C'est difficile pour des associations de réussir à recruter des experts et des bonnes compétences au service de leur développement parce qu'il y a toujours une logique et un problème salarial. En revanche, ça, c'est la partie financière, mais tout ce qui est accompagnement en compétences par l'équipe ou par l'extérieur, on estime que quand il y a 1 euro ajouté au budget financier, équivaut à 4 euros de tout ce qui est mécénat de compétences. La Fondation Alpha Omega est structurée avec 3 directeurs d'investissement social. C'est des directeurs qui chapeautent un portefeuille d'associations et qui sont en lien direct avec les directions générales. Donc, ils sont en partnership, en conseil. Et on a 3 fonctions expertes, une directrice de fundraising, un directeur de la communication et moi, directrice des relations institutionnelles, pour aussi les accompagner et accompagner les directions générales et leur équipe à construire leur partenariat, leur stratégie de com. Donc, l'apport financier est sur un rapport de 1/4 est plus important sur les compétences, mais il existe et il est indispensable sur certains postes. Et c'est là où il faut aussi qu'on les accompagne dans leur modèle économique. Et c'est là une question que vous m'aviez posée dans la préparation. Quand est-ce qu'on se sépare et c'est quoi la sortie? Ça allait être ma question suivante. On les rend effectivement dépendants de ces financements sur certains postes. Et ce n'est pas les aider que d'être effectivement les seuls financeurs. Donc là où on les accompagne aussi, c'est dans cette réflexion autour de leur modèle économique qui est non-profit, mais comment on développe aussi d'autres sources de revenus, comment on développe des partenariats, comment dans une manière de lobbying et de plaidoyer, on fait valoir leur rôle. Un certain nombre font de l'ingénierie territoriale. Comment on fait reconnaître aussi ce rôle-là auprès des acteurs publics pour qu'il y ait aussi du financement de ce rôle-là qui permet du coup des financements de postes et de les accompagner pour ne plus être que sur je recherche des financements pour mon projet, mais je recherche des financements pour ce que j'apporte en termes de dynamique, d'alliance territoriale et le rôle important. Les associations, souvent, sur les territoires, c'est celles qui font la catalyse et le lien entre différents types d'acteurs publics. Là, on est dans l'éducation nationale, enfin, sur l'éducation, sur ce qu'on accompagne, on se voit que sur un territoire, c'est autant l'éducation nationale, c'est autant le préfet éducation prioritaire pour la politique de la ville, ça peut être autant la mairie, ça peut être les collectivités territoriales. Et souvent, justement, les associations sont ceux qui permettent ces catalyses et ce lien sur des projets partenariaux. Et ça, notre gros défi, c'est aussi de le faire reconnaître pour se faire financer aussi du poste par rapport à ce rôle qu'elles ont sur les territoires. Et la sortie, oui, la sortie compliquée, je vous l'avais dit, je n'ai pas la réponse à ça, puisqu'on est un peu pionnier sur cette façon d'accompagner, que comme toute séparation, c'est difficile à envisager et c'est quelque chose sur lequel travailler. Et d'être dans cette logique partenariale sur plusieurs années, voilà, comme on se disait, c'est comment se séparer, et ça reste une séparation. Donc, peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire évoluer notre relation sans que ce soit une séparation. Oui, tout à fait. Ça crée quand même des liens. 5, 6, 7 ans, c'est quand même très, très fort. C'est un engagement très lourd. Donc, c'est vrai que ça crée des liens. Et en même temps, ça demande toute une autre stratégie de préparer la séparation, de retrouver, de penser la pérennité de l'association en trouvant d'autres financeurs quand le modèle économique ne reste effectivement que sur de la subvention.
voilà, ça, et puis ça oblige peut-être à d'autres coopérations sur les territoires, mais ça, vous venez de le décrire. Justement, pour continuer un peu dans cette ligne, puisque vous faites partie, voilà, vous dites que la sortie est compliquée et que c'est une grande partie de vos réflexions. Quelles sont les difficultés, justement, les grands atouts, et puis les atouts, on a bien compris, mais les grandes difficultés ou les limites, justement, de cette stratégie de soutien? Est-ce que vous en voyez? Ou est-ce qu'il y a des recommandations que vous pourriez faire à tous les participants à cet atelier? Là, comme ça fait déjà plusieurs années qu'on est avec ces associations, j'allais dire les difficultés sont un peu passées, mais celle du départ, c'est une difficulté de langage et de rencontre de monde. Monsieur Thiégnot, la directrice générale, viennent du monde plutôt de la finance et du private equity. Et quand le champ lexical du private equity rencontre celui du monde associatif, il peut y avoir des incompréhensions. Et il a fallu effectivement développer, pour bien se comprendre, un langage commun. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que ça bouscule, mais ça bouscule des deux côtés. Ça bouscule les deux mondes. Mais là où il y a une recherche d'efficacité, avec des méthodes venues du privé, ne correspondent pas forcément au monde associatif, qui, par exemple, gère autrement ses ressources humaines et qui ne va pas être dans une logique de performance et de compétences et je sors quelqu'un de l'organisation parce que je ne le trouve pas assez compétent. Donc, il y a eu un langage commun à avoir et chacun devant s'imprégner des valeurs de l'autre. Les difficultés, c'est cette phase amont et c'est la contractualisation. Si on n'est pas d'accord dès le départ avec la direction générale des chantiers sur lesquels on va intervenir, pour après pouvoir embarquer les équipes opérationnelles, ça va être compliqué. C'est un peu, que j'allais dire, un peu comme une mission de conseil. Pour bien faire une mission de conseil, il faut que le client, effectivement, il mette aussi des moyens en face, qu'on ait bien compris la problématique et qu'on soit d'accord pour travailler ensemble. Et les conditions de la collaboration sont importantes. Et puis, de notre côté, Fondation Alpha Omega, avoir aussi assez d'agilité pour comprendre que quelquefois, il y a des événements extérieurs qui viennent contrecarrer un plan d'action ou un plan de développement tel qu'on l'avait imaginé. D'accord. Donc, une agilité des deux côtés. Des deux côtés, d'accord. Donc, ça se passe beaucoup par à la fois la contractualisation qui permet de cadrer, je pense, et puis beaucoup de consensus aussi sur d'arriver à se mettre d'accord sur les missions, sur le pourquoi du comment. Voilà, je pense que… Alors, j'avais juste une petite question. Il y a deux questions, en fait, dans le chat. Donc, de Charlotte Fabre-Vording qui demande si votre action est en France ou est-ce que s'étend aussi à d'autres pays. Et puis, une deuxième question sur comment aidez-vous les associations à s'assurer d'un soutien financier à long terme? Ça rejoint un peu les réflexions que vous avez en cours sur une fois que vous partez, comment vous pensez l'après, quoi, voilà. La Fondation Alpha Omega intervient que en France, dans les DOM et France métropolitaine pour le moment. Et on n'a pas pour l'instant de partir à l'étranger parce que ça fait que 11 ans. On est assez pionnier sur la venture philanthropie et on le voit, on a encore des axes sur lesquels travailler. Donc pour l'instant, on n'est que sur la France. Et comment on les accompagne c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de les faire sortir de la logique de je me développe par opportunité financière et je construis un plan de développement et je vais chercher des partenariats et je m'adresse à mes financeurs, non pas juste comme des financeurs, mais comme des partenaires de mon action. Même vis-à-vis des acteurs publics, c'est de sortir de cette logique dans laquelle beaucoup d'associations sont du stop and go avec juste de la subvention annuelle pour comment je me mets en rapport avec eux et je suis en capacité de leur proposer des programmes en lien avec leurs priorités de politique publique et de leur montrer que je suis aussi un contributeur et que ça se fait effectivement sur plusieurs années. Et comment je viens participer d'une dynamique globale et pas seulement, comme on le disait aussi tout à l'heure, moi, association, j'ai la solution, financez-moi et que moi. Non, moi, association, je suis contributeur sur une problématique plus globale qui est une problématique sociale et je viens m'inscrire en tant que partenaire. Et pour ça, du coup, ça se fait en plusieurs phases. Donc, c'est aussi les aider à changer leur mode d'interaction
avec des financeurs qui soient publics ou privés. Et ça, c'est important justement pour être sur du plusieurs années et s'inscrire autrement que juste sur du financement de projet. Merci. Et peut-être avant de passer la parole à Didier, une dernière question de Vincent qui demande d'où viennent les ressources de la Fondation Alpha pour assurer ce soutien significatif et régulier aux associations. De fonds de partage qui sont créés et montés par Maurice Thierniot et ses structures financières. Et alors, une toute dernière question, parce qu'il nous reste 1 minute. Savez-vous des homologues en France et souhaitez-vous développer votre modèle vertueux et original en encourageant d'autres acteurs à le mettre en place? C'était une des questions, effectivement, sur le lien avec d'autres fonds et fondations ou autres structures. Au niveau national, j'ai pas connaissance et on aime à croire qu'on est un peu unique quand même, la Fondation Alpha Omega, mais on voit se développer effectivement aussi ce modèle de structuration avec des changements. On peut parler d'EPIC ou de la Fondation Break Poverty. Enfin, il y a d'autres modèles qui se développent, pas exactement comme le nôtre, et je ne saurais pas vous dire s'il y a des équivalents. En revanche, on cherche, et c'est pour ça, et le CFF est là et ses nombreux partenaires, à partager ça. Et on va développer aussi, côté Alpha Omega, un cycle de conférences. Il y en a déjà une sur la venture philanthropie, avec du témoignage des associations sur des plans d'accompagnement. On en a déjà eu un avec l'association Entreprendre pour apprendre, qui témoignait avec le directeur d'investissement, mais aussi avec le cabinet Deloitte, qui les avait accompagnés justement sur une stratégie de développement. Donc, on veut pouvoir faire ces conférences et aussi témoigner pour mettre dans du commun nos méthodes et les challenger. D'accord. Et peut-être, effectivement, le CFF pourrait aussi participer peut-être plus. Ça peut faire partie d'un grand projet également. Et donc, il y avait une question sur les fonds de partage. Et donc, il y a un lien qui a été mis par Anne-Florie sur l'ensemble dans le chat. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Séverine. Je pense qu'il y aura d'autres questions à la fin de la séquence. Donc, nous allons passer à notre troisième intervenant, Didier Berthelot. Donc, vous êtes fondateur du fonds de dotation Le Champ des Étoiles. Et donc, je vais vous laisser présenter rapidement ce qu'est votre fonds de dotation et vous poser exactement la même question qu'à Séverine. Pour quelles raisons vous avez fait ce choix de soutenir le fonctionnement des associations? Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici avec vous ce matin. Le fonds de dotation Le Champ des Étoiles a également une dizaine d'années. Fonds de dotation familiale qui a choisi des champs d'action autour de l'accompagnement de la fin de vie, des sortants de prison en précarité. Voilà, des champs, on peut dire, sur lesquels les financeurs privés ne se bousculent pas forcément. Alors, je ne vais pas me lancer dans la hiérarchie des causes, hein, qui est quelque chose de non définissable. Mais, donc voilà, sur ces champs, les choix étaient assez vite pris. Pourquoi le financement du fonctionnement? En fait, au départ, on est parti, sans avoir une véritable doctrine, en essayant, c'est nous qui faisons le premier pas vis-à-vis des associations, c'est-à-dire nous avons choisi ces champs et après nous allons les voir. Il y a toute une démarche qui consiste à leur demander en fait un petit peu quels sont les besoins. Donc là, dans ce que disait Séverine, on a beaucoup parlé de la dimension du temps. Nous, effectivement, il y a un certain nombre d'assauts. On a commencé il y a 10 ans, on est encore avec elles. Pas toutes, mais un certain nombre de cas, on est 10 ans plus tard avec les assauts. On reparlera tout à l'heure des questions de séparation. C'est difficile de quitter une asso au bout de 10 ans, et notamment quand on s'est plongé dans son fonctionnement interne. Un projet, quand il est terminé, c'est très bien, tout le monde est d'accord, on le sait au départ. Quand on met le doigt, si je puis dire, dans le fonctionnement, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc ça, c'est plutôt intuitif au départ. Écouter les assos, qu'est-ce qu'elles disent souvent? Eh bien, nous manquons beaucoup de financement pluriannuel. Une asso me disait chaque année, le fundraiser disait, je repars à l'assaut de l'Himalaya en partant de l'altitude 0.
Alors, je n'ai pas vocation à donner des leçons ou à faire des généralités. Les 2/3 de nos financements sont pluriannuels. On soutient une trentaine d'assauts sur des montants qui ne sont pas aussi importants que ceux de la Formiga, mais dans les 2/3 des cas, c'est du pluriannuel. La fourchette des assos, enfin, on a certaines très jeunes, hein, la plus jeune doit avoir 3 ans, la plus ancienne a 450 ans. Donc ça aussi, ça donne une échelle assez intéressante, assez variée. Et puis, je voudrais aussi évoquer cet aspect des associations, de même qu'il y a des entreprises de croissance, il y a des assos de croissance, et c'est formidable d'accompagner une asso avec un plan de développement, on peut dire parfois un business plan, de constater vraiment une croissance, une maîtrise de ces sujets. J'ai des exemples en tête qui sont absolument super. Et il y a aussi, peut-être un peu plus loin des projecteurs, des assos où l'enjeu majeur, c'est tout simplement celui du maintien de la mission sociale. Alors évidemment, c'est moins sexy, si vous me pardonnez cette expression, c'est-à-dire essayer d'approfondir ce qu'on fait. Ça a été un petit peu dit aussi tout à l'heure, il y a quelque part une forme de dictature de la nouveauté, du nouveau projet. Pour arriver à tirer un nouveau financeur, il faut du nouveau. Et dire, moi, je veux approfondir ma pratique sociale, c'est quelque chose qui est plus difficilement entendable et je trouve que c'est un véritable sujet. Il y a beaucoup de situations où enfin, il y a une espèce de distorsion et d'obligation à la nouveauté, un peu parfois au détriment du maintien de cette mission sociale. Alors, petit à petit, enfin, on constate aussi, c'est le temps donc, de l'approfondissement de la connaissance avec l'asso. C'est parfois quelque chose de vertueux. La première année, on va parler budget. C'est normal. Voilà ce dont nous avons besoin. En année 5, évidemment, on parlera budget, mais ce ne sera pas forcément le premier sujet abordé. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer des conditions dans lesquelles une asso pourra dire « là, j'ai vraiment un problème ». Nous n'avons aucune baguette magique qui est capacité à tout résoudre, mais si vous voulez, de ne pas fortement aider que les champions du monde qui n'ont pas besoin de nous, mais de créer des conditions, effectivement, où on s'approche de l'association et où elle arrive à livrer un petit peu ses éventuelles difficultés, à sortir de cette espèce de jeu de rôle, hein, de l'assaut. Regardez, je suis le meilleur dans mon champ associatif. Le jeu de rôle est presque de séduction entre l'assaut et son financeur. Je ne dis pas, là encore, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est intéressant aussi d'être présent aux côtés de certaines assos dans leur période de difficulté. Je pense à un cas où l'asso est passée en procédure de sauvegarde, où on a continué à être à ses côtés, elle s'en est sortie, on est assez content de ne pas l'avoir lâchée à ce moment-là. Donc, la dimension du temps, oui, ça permet de créer une forme de confiance. Je ne sais pas, Françoise, peut-être, si vous voulez interrompre mon monologue avec une question de relance. Non, mais c'était important que vous nous disiez un petit peu comment vous fonctionnez. Donc, vous êtes sur en termes de durée, c'est à peu près les mêmes durées que pour la Fondation Alpha Omega. Effectivement, on arrive à 10 ans, mais quand on approche de cette période-là, on prévient de la fin du soutien et en gros, on prévient 2 ans à l'avance et on a plutôt tendance à renforcer le soutien des 2 dernières années, en gros, pour que le départ soit un non-événement. Très souvent, on finance particulièrement un poste de fundraiser à la fin, de façon à ce que le départ, l'asso sorte plus solide à la fin du soutien qu'elle ne l'était au départ. Donc ça, c'est un exemple. On essaye aussi d'inventer ce qu'on appelait un soutien des alumni, c'est-à-dire en disant est-ce qu'on a pertinence à être aux côtés d'une asso sans soutien financier. Il y a un cas, une asso nous a dit très clairement, écoutez, j'ai mieux à faire que de vous parler à vous, alors que vous ne me donnerez plus d'argent. Au moins, c'était clair. Il y a d'autres cas où il peut y avoir des soutiens non financiers. Et ça, pour moi, c'est un élément absolument majeur. Ce sera peut-être le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir. En fait, les assos dans lesquels que nous soutenons, moi, j'observe extrêmement souvent une forme d'urgence, de pression de l'urgence. Je dois trouver un hébergement là ce soir, sinon le gars, il est à la rue. Je dois trouver une solution d'accompagnement sur la fin de vie, de trouver un bénévole. Donc, le dirigeant associatif est sous une pression immense de l'urgence. Et si on peut essayer aussi d'aider
c'est une forme de prise de recul. Moi, j'ai souvent cette image du cauchemar, ce que j'appelle le cauchemar du dimanche soir du dirigeant associatif. Toute la semaine, il a géré justement ces urgences que j'évoquais tout à l'heure, des choses importantes et urgentes. Et il y a des tas de choses qui sont importantes et non urgentes qui se retrouvent sur sa pile, sur sa to-do list le dimanche soir et qui, à un moment donné, voilà, finissent par produire une forme de plafond de verre, de difficulté pour l'assaut pour son propre développement. Je pense par exemple à des sujets sur la gouvernance. Le conseil d'administration n'a pas bougé depuis 5 ans, il est un peu monotype. Il faut que je m'en occupe. Ce n'est pas ça qui va empêcher, enfin, changer ma vie lundi matin, mais quand même, c'est un vrai sujet. Il se trouve qu'on soutient un projet, enfin, un programme qui s'appelle Bénévolat de gouvernance avec Passerelle de compétences. On a à peu près 55 assos qui nous fait appel à ce programme sur la recherche d'un administrateur. Alors, non pas sur le mode de l'urgence, hein, il faut un trésorier pour après-demain, non, ça, ce n'est pas ça, mais une forme de stratégisation de cet renouvellement du conseil. Est-ce que le conseil est en harmonie avec les valeurs de l'asso, essayer de travailler un peu en amont sur cette question de la gouvernance. On travaille aussi sur les sujets IT, enfin digitaux. On a tous vu au moment du confinement, à certaines assos, on peut réagir extrêmement vite parce qu'il y a une forme de culture digitale et il n'y avait plus de rencontres en physique avec les bénéficiaires, j'aime pas ce mot, mais faute de mieux. Et d'autres, voilà, où l'asso s'est arrêté parce que les choses n'avaient pas été anticipées. Donc, on soutient une asso qui s'appelle Sherit, qui aide effectivement un certain nombre d'associations à grandir et à développer leur expertise sur ce plan. Ce que je vous dis, c'est un tout petit peu en vrac, mais si vous voulez, je reviens à mon cauchemar du dimanche soir. Enfin, c'est aussi le fait que, dans ce que j'observe, le dirigeant associatif, en fait, il s'est engagé au service d'une mission sociale et son temps de travail, en fait, il est petit à petit dévoré par, je sais pas, remplir des tableaux Excel, faire un certain nombre de reporting. Donc, tout ce qui peut contribuer un peu au retour du temps du dirigeant associatif vers sa propre mission en facilitant l'accès à certaines ressources, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. C'est ce que vous appelez la boîte à outils. Voilà, j'appelle ça effectivement une forme de boîte à outils, si vous voulez. Alors là encore, on n'est pas une entreprise de conseil, hein. Il ne s'agirait certainement pas de se tromper, mais de dire à une asso, voilà, je suis en pleine réflexion stratégique, je voudrais revoir un petit peu ma feuille de route pour éviter effectivement ce que Séverine évoquait, c'est-à-dire une forme de je réponds à tous les appels à projets, du coup, je ne sais plus qui je suis, moi, association, quel est mon ADN, enfin, je ne sais plus. Donc, je dois me recentrer. Eh bien, on va proposer un certain nombre de nombre de consultants qui vont aider l'association à faire ce travail sur le retour à redéfinir sa propre mission. L'association est toujours libre de choisir qui elle veut, hein, ce n'est pas à nous de dicter prenez tel ou tel, mais de faciliter l'accès à certaines ressources. Ça existe aussi pour la partie fundraiser, ça existe aussi pour la partie IT. Donc, effectivement, la boîte à outils, c'est tout simplement essayer d'aider les associations à trouver à l'extérieur des ressources dont elles ont besoin et dont elles ne disposent pas forcément en interne. D'accord. Alors, il y a une question dans le chat sur le montant moyen de la subvention accordée. Et puis, quels indicateurs de votre action ou de celle des associations utilisez-vous? Alors, on est à peu près à un peu plus de 30 000 € par an et par association. En ce qui concerne les indicateurs, on est passé d'un process très peu structuré à quelque chose qui met un tout petit peu plus, sans tomber, on l'espère, dans un excès. C'est-à-dire, en fait, on demande à l'asso de nous écrire une note d'intention. En gros, ce que vous financez, voilà ce que nous allons faire. Voilà, la note d'intention. Et en même temps que la note d'intention, on définit ensemble ce qu'on appelle un indicateur de suivi. En gros, 6 mois plus tard, on se rencontre et on se dit, bah, tiens, le choix a été pertinent ou pas. Et donc, ça définit un petit peu une forme de feuille de route dans la durée. Alors, effectivement, la question de l'impact qui traverse un petit peu le monde associatif, là, je n'apprends rien à personne. Donc, on est sensible à cet aspect. Sensible aussi au fait que, enfin, c'est très bien, mais il y a un certain nombre de choses, je pense à l'accompagnement de fin de vie, tout ce qu'on mesure facilement et sans intérêt. Ce qui est
le cœur de la chose, c'est quelque chose de peut-être non mesurable. C'est un silence à côté d'une personne en fin de vie. Ça échappe au champ de la mesure d'impact et c'est infiniment précieux. Dans la mesure d'impact aussi, ce qui va nous intéresser pas mal, c'est, alors la mesure d'impact, ça peut être à l'intention d'un financeur ou ça peut être au bénéfice de l'association qui s'interroge sur sa pratique associative. Et nous, on a constaté plusieurs fois cette deuxième mesure, qui est extrêmement intéressante. L'asso qui s'interroge sur sa pratique, pour nous, c'est plutôt un bon signe. C'est un signe de doute positif. Et je crois que nous essayons d'encourager ce retour à la mission sociale à tout moment. On a une forme d'obsession de cette mission sociale, de tout ce qu'on peut faire pour la faciliter. Est-ce que vous avez un peu comme Séverine, Alpha Omega, une contractualisation annuelle avec les associations que vous soutenez? Alors, ça ne sera pas un contrat, mais ça sera effectivement, on demande cette note d'intention, effectivement, et puis une sorte d'ordre du jour, du rendez-vous d'évaluation qui se tiendra un an plus tard. Il y a aussi, de plus, pour nous, quelque chose d'important, c'est, on a constaté au début se positionner comme un financeur et on a l'ambition, avec les limites aussi, la modestie, parce qu'on ne sait jamais à la hauteur de ce qu'on voudrait faire, d'apporter aussi des ressources. En 2021, il y a eu 200 contacts entre les assos et la petite équipe du Chant des Étoiles. Ça veut dire 6 en moyenne. Parfois, ça peut être 5 minutes, parfois, ça peut être beaucoup, beaucoup plus de temps. De dire en gros, la ligne est ouverte, vous nous appelez, on est là, je suis entouré d'une petite équipe extrêmement compétente. La déléguée générale a changé il n'y a pas longtemps, mais en gros, ce sont d'anciens fundraisers, donc des gens qui viennent du monde des assos, qui savent exactement ce que c'est que le quotidien dans la vie d'une association. Et pour moi, c'est extrêmement précieux de dire, appelez-nous, vous pouvez, idéalement, on essaye de leur dire, vous pouvez tout nous dire et d'être cru quand on dit ça, pour appelez-nous. Une asso, c'est comme toute, peut traverser des moments de doute, de difficulté. Et cet aspect-là, pour nous, est extrêmement important. Et alors, il y a une question dans le chat à nouveau de Vincent. C'est, organisez-vous des temps d'échange entre associations et avez-vous incité certaines à travailler en réseau au plan territorial? Oui, dans les deux cas. Oui, on a réuni 2 fois les associations, toutes les assos ensemble. La deuxième fois, c'était notamment sur le thème le mot accompagnement. Accompagnement, ça veut dire quoi concrètement? On a ouvert un site et recueilli une centaine de témoignages de travailleurs de terrain, de travailleurs sociaux, de bénévoles sur ce mot tout bête, mais qui est au cœur je pense, de toutes nos démarches. Ça veut dire quoi? Accompagner. Et ça a été assez riche. Alors, il y a des assos, par exemple, autour de la fin de vie, où c'est extrêmement institutionnalisé. Un accompagnant, se retrouve de façon obligatoire dans un cercle pour s'exprimer. Bon, il y a d'autres cas où cette notion-là, les difficultés de cette mission d'accompagnement, ce n'est pas forcément évident de trouver le lieu, le moment d'exprimer cette difficulté. Et c'est toujours riche, me semble-t-il, de favoriser des espaces, des moments où cette notion peut être mise en œuvre. On a aussi, quand on a pu le faire, aider à quelque chose de collectif, notamment, j'y reviens décidément sur le thème de la fin de vie. On a créé un collectif fin de vie avec 7 associations qui se connaissaient, mais qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de travailler ensemble. Et pour nous, la coopération interassociative est à la fois une nécessité et un axe de développement. On est au début de quelque chose, me semble-t-il. Merci. Peut-être pour terminer, avant de laisser la parole à l'ensemble des participants, est-ce que vous financez de l'innovation? Un peu la même question que Séverine sur votre regard sur l'innovation. Et puis, que vous puissiez nous dire en conclusion de votre intervention, c'est que vous nous disiez un petit peu aussi, comme l'a souligné Séverine, les difficultés que vous
qu'est-ce que vous voulez dire aux participants sur les enseignements, les difficultés que vous avez eues Oui. ou les points d'accroche? Alors, l'innovation, effectivement, il y a quelques startups associatives qu'on a pu soutenir. Et ça, voilà, on n'est pas du tout opposé à ça. Je pense qu'il y a une énorme autocensure dans le monde associatif sur la notion d'innovation. Si ce n'est pas prouvé, personne ne va nous suivre. Là encore, je ne vais pas jouer les donneurs de leçons, ça n'a aucun sens et je n'ai aucune raison de le faire. Mais c'est quand même quelque chose qui me frappe. Donc, quand on peut le faire, favoriser l'innovation, donc assumer une prise de risque, un échec. Je crois que j'ai 3 cas en tête pour ce qu'on a fait. 2, ça a été plutôt pas mal. Et une fois, on s'est complètement planté. Bon, voilà, c'est la vie. Je ne regrette pas d'être planté. Je pense que j'ai appris quelque chose. Et puis peut-être sur une leçon au bout de ces 10 ans du Chant des Étoiles. Voilà, au début, la première pratique, c'est il y a au départ une forme de coup de cœur avec une asso, avec un porteur de projet. On y va et on y va assez vite sur une forme d'intuition. Aujourd'hui, on a un modèle assez différent. Je vais reprendre le mot de due deal qui a été utilisé par Séverine. Les 2 dernières assos sur lesquelles on s'est engagé, en fait, puisqu'on va s'engager longtemps, autant mettre vraiment le paquet avant de signer en quelque sorte. Et donc, on a passé presque 1 an pour s'observer, voir si on pouvait apporter quelque chose au-delà du soutien financier. Ça a été notamment avec la SFAP sur le domaine des soins palliatifs. Et aujourd'hui, pour les nouvelles assos qui vont rentrer, par exemple, on va essayer d'aller voir l'asso en ayant fait une matrice SWOT. On va les voir, voilà comment on vous observe, voilà ce qu'on estime vos forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, pour arriver à avoir une asso avec une matrice, il faut avoir pas mal bossé en amont et ce temps utilisé au début du soutien, je pense, qui permet d'être assez vite à un niveau assez stratégique dans le soutien de l'association. Donc, si j'ai peut-être un enseignement à garder, 2, disons, c'est bien de soutenir la structure et les frais de structure et le développement et d'aller au cœur. C'est aussi plus difficile de s'en aller et également de travailler assez en amont pour arriver à se situer assez vite à un niveau de confiance élevé. Merci beaucoup. Donc, avant de laisser la parole aux participants, peut-être Sébastien, voilà les deux expériences, les 2 pratiques d'Alpha Oméga et puis de Chant des Étoiles. Quels éléments vous en ressortez? Parce que j'ai trouvé les 2 présentations extrêmement riches, avec beaucoup de choses en commun, mais aussi des aspects différents. Donc, Oui, effectivement, je trouve 2 témoignages très complémentaires et très riches. Bon, il y aurait plein de choses à retenir, mais deux éléments que je retiens un peu des 2. Un, c'est le terme confiance a été évoqué 2 fois. Et je pense que derrière cette logique d'engagement sur le long terme de la part de dotation, de fondation, il y a cette logique de création de la confiance sur une logique de mission sociale qu'a rappelé Didier. C'est-à-dire, c'est vraiment, on regarde la finalité de ces structures-là, leur mission, et en fait, il y a un engagement sous forme de financement, et on voit bien que ça dessine aussi des formes de financement que les fondations aménagent en fait en même temps en cours de route. Il y a aussi une innovation dans la manière dont les rapports sont entretenus entre les fonds, les fondations et les structures qu'elles appuient. Donc, je pense que cette création de confiance, elle est vraiment importante parce qu'elle aboutit pour les associations à pouvoir conserver leurs compétences. Et ça, c'est un élément important, effectivement. C'est-à-dire, je peux voir venir, donc je peux, en tant qu'association, me projeter. Je peux me projeter en interne avec mes collaborateurs, mes ressources, et puis je peux me projeter en externe. Et ça, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire que les acteurs extérieurs, ils peuvent changer leur représentation, l'acteur associatif qui est accompagné depuis longtemps, qui gagne en sérénité et qui peut, pour le coup, structurer ce qui est difficile, ce qu'on a vu qui est compliqué à gérer, c'est structurer une mise en réseau, structurer ses partenariats, etc. Et donc,
cet élément, je pense, est vraiment important. Le deuxième aspect que je retiens et qui était plus lié à l'intervention de Séverine, c'est la question de la relation avec le changement d'échelle, dont on parle aujourd'hui souvent, qui est en fait un changement d'échelle en termes d'impact. C'est ça qui est, de notre sens, important. Ce n'est pas tant que les associations grossissent pour grossir, c'est plutôt qu'elles soient en capacité de développer leur impact entendu comme je suis en capacité de développer ma contribution à l'intérêt général autour de la mission, de ma mission sociale. Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion intéressante, je pense, qui a été évoquée dans les deux témoignages, c'est comment appuyer une logique de changement d'échelle. Mais le terme est il est toujours un peu compliqué parce qu'on y voit des représentations assez différentes, mais appuyer des structures qui ne sont pas des structures forcément nouvelles, mais qui vont intervenir sur plusieurs années et être en capacité effectivement de déployer leur mission, leurs activités, soit effectivement en grossissant et en développant leur nombre d'usagers, de bénéficiaires, soit en déployant des stratégies qui vont permettre aux problèmes à ce qu'elles attaquent, aux difficultés qu'elles attaquent, d'être résolues par d'autres acteurs, par la coopération, par la mise en réseau, etc. Et là, il y a la question des changements d'échelle qui est plutôt aujourd'hui appréhendée sous l'angle de l'entrepreneuriat social. Je pense gagne à être très investi par les fondations et au niveau des associations, parce que voilà, c'est un débat qui est vieux, mais les associations comme les ONG ont vocation à un moment donné à ne pas rester parfois et à effectivement à mourir, à faire en sorte que leur mission s'arrête en fait, idéalement. Et donc, la question de comment se construit dans le temps le fait que l'association puisse se structurer de manière ensuite à ce que son problème, ce à quoi elle s'attaque, ça s'institutionnalise, soit par le public, soit ce soit repris dans d'autres territoires par d'autres acteurs, c'est un élément qui, je pense, est important. Et que ce soit appuyé par les fondations, c'est important parce que les autres acteurs interviennent très peu sur ces questions. Donc, ce qui montre aussi l'importance et la place des fondations dans le financement et l'accompagnement du secteur associatif et donc de leur mission sociale. Alors, il y a une question dans le chat de Sandrine Maisano. Et donc, c'est plus pour Sébastien. C'est dans les applications que vous avez citées, il semble que l'échelle de temps doit être aussi mieux prise en compte. Des projets plus longs à monter, à accompagner plus longtemps. Comment gérer cette prise en compte dans les budgets et la faire accepter par les fondations distributrices? Alors, effectivement, il y a la question du temps long, c'est une question cruciale. C'est là où peut-être qu'il faut jouer. En fait, les fondations sont riches de leur diversité. Et quelque part, le fait que vous ayez des modalités d'intervention différentes, je pense que là, ça, c'est intéressant parce que ça peut donner la possibilité de créer des continuums. C'est-à-dire que des fondations viennent plutôt sur des temps qui sont plutôt en amont. D'autres vont venir, comme Séverine l'évoquait, sur plus du changement d'échelle, quelque part du déploiement. C'est juste qu'il faut organiser les espaces de coopération entre les financeurs pour créer ce continuum. Ce qui se fait en fait beaucoup dans le champ par exemple des entreprises où il y a des outils de financement très en amont, puis après sur le changement d'échelle, puis après sur le déploiement, sur la consolidation. Et en fait, des organisations comme la Banque publique d'investissement n'intervient pas au même moment que des fonds de capital risque, etc. Et en fait, dans le champ associatif, en fait, généralement, on n'a pas cette structuration ou suffisamment de continuum. Et sans doute qu'il faut là une réflexion, mais qui pourrait être l'objet justement de l'ensemble des fondations, c'est-à-dire comment en fait organiser via votre diversité et via la richesse de vos pratiques le fait qu'il y a une prise en compte dans les budgets des associations de cette capacité à se projeter sur du long terme. Il y a quelques cas publics, les territoires innovants de grande ambition qui a été fait par la Caisse des dépôts et qui amène des territoires à se projeter sur 10 ans, par exemple. Ça, le public arrive à le faire, mais sur des sommes qui sont très importantes.
je pense qu'il faut créer les conditions par lesquelles les structures associatives peuvent gagner en visibilité. Sinon, effectivement, je rejoins Cyrine, elles vont aller à la pêche aux appels à projets, ce qu'on voit. Hein. Et en fait, se projeter sur un temps qui est forcément court. Je pense Merci en qu'il vaut tout cas. mieux créer cette coopération que penser qu'une fondation peut être le partenaire pendant 10 ans. Je pense que déjà 6 ans, comme l'évoquait Guy, c'est déjà un engagement qui est extrêmement important. Très fort. En tout cas, là, avec ce que vous nous dites, vous remplissez notre boîte à idées pour la prochaine programmation, parce que c'est des questions extrêmement importantes, cette question de coopération entre acteurs. Je pense que c'est vraiment une question d'avenir, parce qu'on a trop souvent un fonctionnement en silo, et de plus en plus, on voit que c'est la coopération qui permet d'aller plus loin. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous, participants, vous avez des questions que vous souhaitez faire part aussi de vos expériences? Ou peut-être des témoignages. Je sais que Christina Vaida, pour le Fonds FAIRE, a une stratégie aussi de soutien des structures. Est-ce que, Christina, vous voulez nous en parler rapidement et dire, vous, ce que vous identifiez comme peut-être bonne pratique ou recommandations pour les participants? Si Christina m'entend. Oui, je me connecte, la caméra et tout, voilà. Bonjour à tout le monde. Et puis, merci à toutes les présentations. Pour nous, c'était super intéressant. Donc, en fait, FAIRE, on est un fonds de dotation assez jeune, fondé en 2018. Un projet privé, donc notre fondateur est un réfugié politique et un entrepreneur. FAIRE a comme mission de soutenir justement les réfugiés entrepreneurs, donc Fonds d'action et d'innovation des réfugiés entrepreneurs, FAIRE. Et donc, FAIRE a commencé par la volonté de Nick, notre fondateur, qui a dû fuir le Thaïlande en 2014 avec l'arrivée du junte militaire, est arrivé en France et passé par tout le processus de demandeur d'asile, etc. Et donc, c'était une vraie volonté de s'engager personnellement avec le simple constat de si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Et c'est de là où est né FAIRE. Quand nous on s'est rencontrés, moi et Nick, il avait l'idée. Il a dit, j'ai envie de soutenir les réfugiés, les migrants entrepreneurs. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Donc, on a travaillé ensemble dès le début pour trouver un moyen de le faire. Et donc, notre approche, c'est une approche un peu d'un start-up nous-mêmes et une approche un peu de business angel. Et donc, nous sommes une plus petite structure par rapport à d'autres, peut-être. C'est doté entièrement par Nick chaque année. On avait, on va dire, en moyenne, budget autour de 250 000 par an pour dispatcher parmi nos 3 programmes. Donc, nous avons créé un programme de dons, de soutien des programmes d'incubation, un programme de prêt d'honneur où nous accordons des prêts d'honneur et un accompagnement dans la durée aux entrepreneurs eux-mêmes avec leur projet, et un programme de plaidoyer et de communication avec cette idée de dire on a envie de changer la perception des gens par rapport à cette population et d'avoir peut-être quelques histoires un peu plus positives qu'on voit normalement dans les journaux. FAIRE travaille jusqu'ici sur un budget annuel et en fonds de flux. En fait, on est en fonds de flux, c'est-à-dire chaque année, on est doté, chaque année, on dépense. Et donc, la question de dons pluriannuels, ce n'est pas officialisé dans le sens où, comme on ne connaît pas le budget avant que l'année s'approche, je n'ai pas pu m'engager dans le sens où on vous garantit telle somme à nos structures associatives et les programmes d'incubation qui sont offerts à ces populations. Par contre, on a établi les relations et donc les dons que nous faisons, qui variaient entre 30 000 et 50 000 par an, du coup, ils étaient libres dans le sens où nous imposons pas où il faut être dépensé. Et du coup, naturellement, et c'était dès le début avec Nick, on s'est mis d'accord que c'était la politique du fonds, que le financement de fonctionnement
était un de nos politiques. Et justement, on partait de cette idée de dire on n'investirait jamais dans une entreprise qui n'investit pas dans son fonctionnement, dans ses ressources humaines, dans sa stratégie. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour des associations. Donc, ce constat nous a permis d'offrir quand même un accompagnement extra-financier aussi, et l'accompagnement financier à nos associations partenaires. Et bien qu'on ne pouvait pas confirmer un montant d'une année, enfin, on va dire pluriannuelle, on travaillait avec des relations, les structures avec lesquelles on travaille aujourd'hui, ce sont des relations vraiment assez étroites sur le travail qu'ils font, et on évolue avec eux. Et justement, enfin, un peu ce côté innovation et cette question d'innovation qui a été soulevée par Didier et par d'autres, c'est vrai que nous aussi, on avait cette idée où on dit pourquoi pas. Enfin, c'est l'idée un de nos partenaires en particulier, ils se lançaient en même temps que nous, et ils ont dit nous, on a une théorie de changement qui est mieux de trouver sa voie de sortie vers une insertion sociale et une insertion professionnelle que les entrepreneurs, les migrants et les réfugiés eux-mêmes. Et donc, on a dit OK, l'idée nous intéresse, banco, sachant que zéro certitude. Mais on a suivi cette structure, et puis on évolue avec eux, et puis on a continué à les soutenir parce qu'on trouvait chaque année des résultats, et puis chaque année on acceptait que même pour les autres partenaires, leur programme, il y avait chaque année des apprentissages qui ont été faits, et on acceptait que certaines choses ont marché, certaines choses n'ont pas marché, mais qu'on leur assurait que pour nous, c'était quelque chose qui était normal, qui était naturel, et qui ne posait pas problème pour nous en tant que financeurs, que ce n'est pas ça qui va faire qu'on ne va plus les soutenir. En fait, justement, on leur demandait d'avoir une relation très ouverte et transparente pour que non seulement on puisse continuer à échanger, et pour nous, on va dire la continuité du partenariat était un peu basée sur ça, sur le dire que laissez-nous aussi travailler avec vous, et peut-être que nous, on peut vous apporter des idées. Donc c'était un peu ça. On est une petite équipe, une salariée, et puis 3 membres de conseil d'administration, y compris notre fondateur. Mais du coup, on a ouvert nos réseaux aussi pour apporter d'autres experts là où il fallait pour les programmes, non seulement de dons et donc de distribution, mais le programme que nous opérons en interne, celui de l'accompagnement direct aux entrepreneurs avec des prêts d'honneur. Merci beaucoup de cette expérimentation également, de votre expérience et de vos pratiques. Est-ce que ça appelle des questions supplémentaires de la part des participants, ou peut-être comme Christina, pour ceux qui ont qui faire part aussi de leur expérience, de leur pratique, n'hésitez pas. Il y en a qui se lancent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat. Mais je crois que Écoute, non. oui, voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Mais en tout cas, Donc, merci. ça laisse le mot de la fin, vas-y. Oui, non, pardon, Françoise, je te laisse dire un mot si tu voulais dire un mot, excuse-moi. Non, mais juste pour redire ce que j'ai déjà dit, c'est toujours des séquences et des ateliers extrêmement intéressants, parce qu'on parle de concret, de pratique, d'expérience, d'échange avec, pour cette fois-ci, c'est pas forcément toutes les fois, mais le regard d'un expert, et c'est important d'avoir aussi cette prise de recul. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié vos interventions à tous les trois. C'est très éclairant sur justement ce soutien aux associations qui est peut-être un peu méconnu, et comme je disais tout à l'heure en introduction, ça mérite d'être connu. Je pense que c'est très inspirant, en tout cas pour la façon dont on peut prendre en compte aussi dans nos programmes du cercle des stratégies de soutien et impact, comment on peut aussi continuer à avancer sur ce type de stratégie. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, et puis à tous les participants d'être restés jusqu'au bout. Je crois qu'on est 33 ou 34, donc merci beaucoup.
Alors, Je te laisse la parole, Anne, pour la oui, suite. juste un petit mot pour conclure. Pour vous rappeler deux choses. D'abord, si vous êtes intéressé par la question de la finance solidaire, la Coalition française des fondations pour le climat va sortir un guide pratique finance et climat à la fin du mois de juin. Et le cercle gestion financière, mais quand je dis le cercle, en fait, ça s'adresse à tous les adhérents du CFF, organise une session sur la finance solidaire avec une partie consacrée au fonds de partage. J'ai mis dans le chat les informations, c'est le 14 juin prochain et vous pouvez encore vous inscrire. Et enfin, je voudrais vous remercier. C'était vraiment passionnant. C'est un sujet qui est peu abordé et je trouve très bien que le cercle ait pu le mettre à l'actualité et favoriser comme ça l'échange de bonnes pratiques et les inspirations des uns aux autres. Donc, merci pour votre participation. Je vous rappelle aussi que le cercle stratégie de soutien impact prévoit une prochaine session au mois de septembre, a priori le 22 septembre. Vous recevrez la communication, bien sûr, sur la question du sourcing. Voilà. Et puis, vous retrouverez la captation et un compte-rendu de la session sur les pages dédiées du site, comme d'habitude. Merci à tous, bonne journée et à bientôt pour d'autres aventures. Merci, bonne Merci. Au journée. revoir. Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup, c'était vraiment formidable. À bientôt. Merci. Merci à À tous. bientôt. beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Merci.